Voilà pour cette vidéo. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, nos 3 coprésidents d'Avec Santé, Emmanuel Barlerin, Patrick Viatou, Pascal Gendry. Venez me retrouver, s'il vous plaît. Et merci d'accueillir très chaleureusement le ministre délégué à la Santé et à la Prévention, Monsieur Frédéric Valletoux. Merci de l'accueillir. Bon, sacré moment, sacré moment de bienveillance et d'échange, mais d'échange dans la bienveillance. Monsieur le ministre, cher Frédéric, chers amis, quel plaisir de vous accueillir à Montpellier pour se nourrir ensemble de la force du collectif. 1525 participants, un record pour nous, avec des professionnels qui, chaque jour, malgré les difficultés, en équipe, en pluripro, accompagnent dans leur parcours de santé de plus en plus de nos concitoyens. 2501 maisons de santé en activité, soit près de 40 000 professionnels de soins primaires, prenant en charge 10 millions de patients par année. Quand même, pas par jour. Quand même. C'est cela la force du collectif des MSP. Le monde de la santé, vous le savez tous, traverse depuis plusieurs années une crise de confiance et s'interroge sur son devenir. Les professionnels de santé ne sont pas déconnectés des réalités difficiles, ils ne sont pas dans un monde de bisounours et ils partagent la nécessité d'améliorer les conditions d'exercice de chacun. Cependant, parce que nous travaillons en équipe pour des usagers qui eux-mêmes ont souvent des situations compliquées, nous ne pouvons pas nous contenter de revendications monocatégorielles, même si certaines sont légitimes. Fort de nos valeurs et de l'intérêt des patients, le corporatisme, les propos populistes et les menaces de déconventionnement n'ont pas la place dans notre mouvement. Depuis 15 ans, toutes les innovations de l'organisation des soins primaires sont portées par des maisons de santé. La coordination, les protocoles de coopération, les nouveaux métiers, les nouveaux modes de rémunération. Mais nous ne pouvons plus nous satisfaire de discours ou de slogans du type « la MSP, moteur de la transformation du système de santé ». Les maisons de santé sont la preuve que l'on peut faire autrement et mieux, comme le montre le petit film tout à l'heure de la FECOP et de France Asso Santé. Pour donner la possibilité d'un accès à une équipe traitante à tous, comme le suggère le Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie et même le Président de la République, il n'y a pas si longtemps, il va falloir assumer des changements de politique publique et donner des moyens législatifs et conventionnels pour le faire. C'est donc ensemble, avec la force du collectif, avec l'État, avec les élus, avec l'assurance maladie, avec les usagers, que nous devons trouver des solutions rapides. Reconnaissons davantage l'entité équipe de maisons de santé. Donnons la possibilité aux équipes de bénéficier d'assistants d'équipe. Donnons la possibilité aux équipes de bénéficier d'infirmières d'équipe. Donnons la possibilité aux maisons de santé d'être considérées comme lieux de stage à part entière pour les futurs professionnels. Pour les professionnels de toute profession, y compris pour cette fameuse 4e année d'internat de médecine générale. Reconnaissons la maison de santé comme lieu de prévention, bien au-delà des seuls rendez-vous de prévention.
Il nous faut entamer une profonde réflexion sur la rémunération des équipes et des professionnels en équipe. Évidemment, il faut revoir l'ACI des MSP, et le plus vite sera le mieux, le faire évoluer, le simplifier. Mais cette ACI ne doit pas être et rester la seule modalité de financement en équipe. Pourquoi pas une ROSP d'équipe sur des objectifs pluriprofessionnels ? Capitalisons sur les articles 51 et imaginons des rémunérations d'équipes innovantes, mais indispensables pour aller plus loin. Et pourquoi pas poursuivre le travail sur la capitation déjà entamé par quelques MSP pionnières. C'est un vaste chantier pour dépasser le tout paiement à l'acte qui a largement montré ses limites. Vous voyez, Monsieur le Ministre, chers amis, nous avons besoin de la force du collectif pour améliorer nos MSP, mais surtout améliorer notre système de santé. Bienvenue. Merci, je disais merci. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette ambiance toujours très chaleureuse des rencontres nationales d'Avec Santé. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez une grosse expérience, en effet, au niveau de l'hôpital, acquise au sein de la FHF. Vous avez aussi travaillé et fait passer donc cette loi, la loi qui porte votre nom, la loi Valtou, et qui notamment, en ce qui nous concerne, amène une certaine sécurisation au niveau des CISA. Donc on vous remercie pour ça, au passage. Si on considère les soins primaires pour nous, et je pense pour vous aussi, sont en cours de restructuration, d'organisation, bref, on peut dire de modernisation, à travers les naissances de maisons de santé pluriprofessionnelles aux quatre coins de la France et au-delà de l'Hexagone d'ailleurs. Ces notions d'équipe, de MSP, sont pour nous la base de la réorganisation et de la modernisation de l'offre de soins en dehors de l'hôpital. Par contre, j'aimerais quand même que vous nous apportiez quelques définitions. On a besoin de repères. En effet, dans ces soins en dehors de l'hôpital, nous avons des MSP, des centres de santé, des CPTS, des CLS, des DAC, j'en passe, du GHT aussi bien sûr, l'hôpital. Donc tout ça, on a du mal au niveau des définitions. Qui fait quoi ? Qui travaille avec qui ? Vous allez me dire tout le monde travaille avec tout le monde, bon ok, mais quelle est la définition ? D'autant plus que dans ces appellations, il y a des effecteurs de soins et d'autres qui n'en sont pas. Donc voilà, je voudrais avoir quelques repères de votre part sur ces appellations. La simple question. Merci d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir. Merci de me permettre d'avoir un dialogue avec vous. Et effectivement, j'ai préféré qu'on ait un dialogue et de pouvoir répondre aux questions plutôt que de me mettre au pupitre, de vous délivrer un discours, de vous dire au revoir et de m'échapper. D'abord parce que c'est pas ma manière de faire, et puis parce que je suis très heureux de retrouver une équipe que je connais un peu. Alors pour certains, beaucoup, puisque on doit dire qu'on a siégé ensemble au conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France il y a quelques années. Et à l'époque, on parlait beaucoup hôpitaux locaux, mais le sujet, c'était toujours la proximité et le lien entre finalement la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et puis, on s'était vu aussi en préparation justement de cette proposition de loi que vous évoquiez sur l'accès aux soins. Puisque son vrai nom, c'est la proposition de loi sur l'accès aux soins. C'est mieux. L'enjeu que vous évoquez à travers tous ces acronymes que vous citez, c'est effectivement comment on organise les soins de proximité dans l'alliance de tous les professionnels. Alors, c'est pas pour dire que tout le monde doit travailler ensemble et puis débrouillez-vous. C'est pour dire que notre système de santé doit amener, pour plein de raisons, peut-être un peu longue de lister, pour des raisons, je vais dire, dans une situation dont nous héritons, autant vous que moi,
Parce que finalement, aujourd'hui, ce qui caractérise notre système de santé, c'est parfois des décisions qui ont été prises il y a 30-40 ans, où ni vous ni moi n'étions là, et ce n'est pas le sujet de savoir comment on en est arrivé là. Le sujet, c'est maintenant de construire l'avenir et d'essayer de passer, de servir la prise en charge des Français. Vous parliez de mon expérience à la FHF, je vais quand même en dire juste un mot. Moi, je ne suis pas hôpital obnubilé, je ne suis pas hospitalo-centré, je ne suis pas obsédé par... je ne vois pas le système de santé comme étant uniquement hospitalier. Il se trouve que j'ai été maire, et que quand j'ai été maire, j'ai rapidement rencontré des problématiques d'avenir de mon centre hospitalier, dans un territoire qui commençait à être touché par des problèmes de tension d'accès aux soins, et que je me suis engagé finalement dans la FHF parce que je croyais en un système de santé qui devait se battre pour rester universel, ouvert à tous, permettant la prise en charge la meilleure, la plus adaptée pour tous, et que comme élu, naturellement, j'ai suivi les travaux jusqu'à la présider, et j'en suis très très fier, la Fédération hospitalière de France. Mais j'ai toujours essayé, même si parfois la caricature des choses fait que c'est peut-être pas ce qu'on est ressorti, mais j'ai toujours essayé de plaider pour un hôpital qui pense son rôle au-delà de ses quatre murs, comme un rôle responsable vis-à-vis d'un territoire et dans l'offre de soins. Bon, j'en viens à votre question. Effectivement, aujourd'hui, on a des modalités et des modèles qui sont très diverses. La loi de décembre dernier sur l'accès aux soins va essayer de souhaite arriver à faire passer un palier supplémentaire dans ce qu'on peut appeler pompeusement la territorialisation du système de santé, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs de terrain pour porter eux-mêmes des organisations de prise en charge qui soient les plus adaptées à la fois aux besoins de leur population, parce que quel que soit le statut juridique des uns et des autres soignants, la responsabilité vis-à-vis de la population, elle est portée par tous. Et donc, comme ces valeurs que chacun en partage. Et donc, comment on organise un peu plus la territorialisation et le choix qui a été fait par le Parlement, puisque cette loi, finalement, elle a été votée assez largement, au final, autant au Sénat qu'à l'Assemblée, dans l'échiquier, pas par l'échiquier, dans l'échiquier des groupes politiques, pardon. Elle a été votée assez largement. Elle vise à responsabiliser les conseils territoriaux de santé. Et donc, finalement, les conseils territoriaux de santé, qui n'est pas une invention récente, elles sont nées par la loi de 2016, la loi Touraine. Ils ont été mis en place dans les années 2016-2017. Mais comme des structures où, finalement, beaucoup avaient l'impression de perdre un peu de temps parce qu'on demandait aux ARS de réunir les acteurs, ce qu'ils faisaient, eh bien, les acteurs se parlaient, ce qu'ils faisaient, eh bien. Puis une fois qu'on s'était parlé, chacun rentrait chez lui. Parfois, il y avait des communautés un peu plus actives qui arrivaient à porter des projets un peu plus ambitieux, mais globalement, il y avait quand même, c'était de la discussion, un peu le nez en l'air. Là, aujourd'hui, dans des territoires de santé dont il faudra effectivement qu'on redéfinisse les périmètres pour qu'ils collent au bassin de vie, et ce n'est pas moi qui vais vous dire quels sont les bassins de vie pertinents dans quelques régions que ce soit, eh bien, les acteurs de terrain vont devoir prendre en charge certaines des responsabilités qui sont la déclinaison territoriale de politiques d'intérêt général attendues par la population. Dorénavant, la permanence des soins s'organisera dans le périmètre des territoires de santé. Et c'est le Conseil territorial de santé qui, associant évidemment les soignants de ville, le monde les hospitaliers, les réseaux de patients, les autorités de régulation et de contrôle, ARS, assurance maladie, État, enfin tout l'ensemble des acteurs auront à s'engager sur la déclinaison dans leur territoire d'un certain nombre de grandes politiques. Donc ces CTS, pour moi, ils sont porteurs d'avenir et surtout de confiance. La confiance qu'on doit au territoire et surtout la volonté qu'on a de libérer un peu les initiatives et les énergies, d'accompagner les porteurs de projets, plutôt que de vouloir décider depuis Paris, depuis le ministère, depuis je ne sais pas où, comment le système de santé doit s'organiser aux quatre coins de la France. Cette époque, elle est terminée. Elle est définitivement derrière nous et que demain, ce n'est pas qu'un problème de crise démographique qui nous obligeait à penser les choses différemment, mais c'est aussi un problème de souhait des professionnels de santé, de nécessité d'organiser des parcours de soins qui fassent mieux travailler tout le monde. Et pour ça, il faut vraiment qu'on donne des signes d'autonomie, de confiance et de responsabilité aux acteurs de terrain. Et ça n'est qu'en cas de carence de la réponse locale, qu'à ce moment-là, parce qu'il faut bien que l'État fasse son travail, constatant une éventuelle carence, que l'État reprend ses prérogatives à travers le directeur de l'ARS et l'ARS pour organiser, si jamais dans un territoire, la permanence des soins, décidément, il n'y a pas de réponse précise. Voilà, donc, et au-delà de la permanence des soins, on pourrait parler prévention, on pourrait parler de lutte
pour améliorer l'accès aux soins, etc. Donc il faut vraiment que ça devienne le lieu où se réfléchissent, mais au-delà de se réfléchir, s'incarnent, se créent et se mettent en œuvre la politique de santé dans les territoires. Ça, c'est les CTS. Dedans, les CPTS, c'est l'organisation, j'allais dire, du monde de ville, du monde libéral. Alors, certaines CPTS sont chimiquement pures, avec que des libéraux qui ne veulent pas parler aux hospitaliers. D'autres ont été créées dans mon territoire. Le président de la CME et vice-président de la CPTS, parce que très tôt, ils ont voulu concevoir les choses ensemble. Je veux dire, ça, chacun s'organise un peu comme il veut, selon la maturité de chaque territoire. Elle est très différente dans notre pays. Mais ça, c'est l'organisation vraiment du monde libéral. Après, il y a l'organisation aussi côté offre publique, hospitalière. Les GHT, c'est une vieille affaire qui date du début des années 2000. Et c'est justement comment on a essayé d'accompagner les hôpitaux à se dire il faut sortir d'un raisonnement qui ne concernait que vos 4 murs, comme je le disais tout à l'heure, mais vous devez vous projeter quand vous parlez projet médical, quand vous parlez filière de soins, prise en charge des patients. Il faut penser dans un parcours gradué depuis la proximité, et ça nous a valu de longs débats il y a quelques années, jusqu'au plateau intégré, les CHU, les centres experts qui permettent effectivement d'accompagner dans une manière la plus fluide possible les patients. Voilà, donc c'est pas que les organisations se marchent sur les pieds, c'est qu'elles répondent aussi à des logiques. Notre système, il est comme ça. Alors on pourrait dire, on met tout le monde sous le même régime juridique et financier, et puis comme ça, on aura des organisations simples. Il ne faut pas non plus casser. D'abord, il y a des choses qui marchent. D'abord, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des histoires qu'il faut respecter. Donc, on a ce système qui fait qu'il y a des acteurs divers, de différents statuts, qui portent parfois des conceptions même un peu différentes de ce qu'est leur rôle dans la société. Il faut respecter ça et essayer d'emboîter les choses de manière à reconnaître ces dynamiques de terrain. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est vrai que parfois, pour les patients, pendant longtemps, rentrer dans le système de santé, c'était un parcours du combattant. On ne savait pas à quelle porte rentrer, frapper. On allait directement à l'hôpital parce qu'on ne trouvait pas toujours de réponse dans le monde de ville. La crise de la médecine de ville, on l'a peut-être aussi pendant longtemps un peu mis sous le boisseau, pas voulu la voir. Le rôle et la place du généraliste dans le système, on l'a aussi mis sur le côté pendant des années. On ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on a une situation qu'il faut essayer de gérer. Et moi, je suis persuadé que c'est en faisant confiance aux organisations de terrain, et pardon, mais vous incarnez ça, c'est-à-dire cette idée de travailler ensemble, d'inventer des modes de prise en charge organisés autour du patient et qui associent différents professionnels pour vous finalement faciliter aussi le suivi du patient, le rapport à la proximité, tout ça c'est ce que vous portez comme valeur, et c'est vrai que c'est pour moi essentiel, et on voit bien que la dynamique des maisons de santé pluridisciplinaires, elle est forte. Moi j'ai créé la mienne chez moi dans ma ville en 2015, il y en avait pas, c'était la deuxième, m'avait-on dit à l'époque, la deuxième maison de santé universitaire pluridisciplinaire universitaire de France, après celle de Coulommiers, c'était en 2014 ou 2015. Bon, depuis le modèle s'est développé et il est porteur d'une vraie structuration de l'offre de premier recours. Je vous promets que pour les questions suivantes, je serai plus court. Ouais, voilà. Ok. Justement, ça me permet de rebondir, parce que là, on a une approche territoriale intéressante, mais à l'échelle micro, de proximité, donc chez les effecteurs de soins, comme les maisons de santé pluripro, il y a un plan 4000 qui a été décidé avant que vous n'arriviez. Est-ce que d'abord, ce plan 4000 est confirmé ? J'imagine que oui, mais bon, je vous laisse là y répondre. Et puis, quand même, pour y arriver, j'ai l'impression que nous avons l'impression qu'il y a quand même une pente qui est devant nous. Il faut donc changer de braquet quelque part, pour refaire allusion au vélo de Sylvain qui a fait le tour de France des maisons de santé. Et comment on va changer de braquet ? Est-ce que vous avez non seulement des encouragements, mais quand même des solutions ? Là encore, les projets, ils viennent du terrain. Ils viennent des équipes qui sont de vous tous et de tous ceux que vous pouvez attirer. Je parle là des jeunes générations ou des gens qui veulent opérer un virage dans leur carrière et rejoindre le modèle que vous portez. Et effectivement, il y a l'accompagnement de l'État. L'objectif de 4000, il est possible, il est plausible, il est souhaité, il est souhaitable, et il est en tout cas pour nous, pour moi qui reprend la suite de mes prédécesseurs, c'est toujours un objectif que je veux avoir en ligne de mire, et je veux pouvoir dire si... Alors ça bouge beaucoup les ministres de la Santé en ce moment, mais si je vais jusqu'à la fin de ce quinquennat, donc
en 2027, objectif 4000 maisons de santé, je voudrais pouvoir me dire, ben voilà, on a fait le boulot, on y est arrivé et on vous a accompagné pour ça. Pour ça, il y avait des fonds qui avaient été promis, ils sont, ça y est, à disposition, 15 millions par an pendant 3 ans, 45 millions d'euros pour accompagner les projets immobiliers. La première tranche, c'est 2024, 25, 26, qui va permettre effectivement, en plus des financements qui peuvent être ceux qui viennent accompagner les projets immobiliers, je pense aux collectivités locales, mais pas seulement, qui s'investissent de plus en plus dans cette démarche, eh bien, il y aura un effort particulier qui est fait aussi pour accompagner le développement et la montée en puissance. Effectivement, un nombre de maisons de santé, on est à 2200, 500 2500, pardon. On est à 2500. Je ne sais pas si c'est un faux plat, mais pour arriver à 4000, il va falloir continuer l'effort. Et enfin, vu le nombre que vous êtes dans cette salle, et j'imagine que vous êtes tous ambassadeurs de ce modèle dans vos territoires, je suis assez confiant sur le déploiement des 4000 d'ici 3 ans. En fait, la question, elle était posée surtout aussi par rapport à nos fédérations régionales qui ont pour mission, depuis le début qu'elles existent, de faire la promotion et d'accompagner les projets. Donc ces fédérations régionales ont du boulot devant elles et il va falloir qu'elles puissent en effet, j'allais dire, répondre aux besoins qui vont naître de partout. Donc le lien avec les ARS est certain, mais il va falloir quand même muscler la chose, quoi. Alors, je ne sais pas s'il faut muscler la chose des ARS. Ce que j'ai demandé aux directeurs d'ARS, mais la plupart le font déjà, donc ce que je leur demande va être assez facile pour eux, c'est vraiment aussi, bien sûr, c'est des instances de régulation et d'accompagnement dans le déploiement, la gestion quotidienne de l'offre de santé. Ça, il y a des missions, je dirais, régaliennes qu'on ne touchera pas. Mais vis-à-vis des territoires, vis-à-vis des projets portés par les territoires, et je le redis, hein, certains le font et le vivent déjà et incarnent leur rôle et leur place dans les territoires de cette manière. Mais c'est d'être aussi dans l'accompagnement, dans l'ingénierie aux porteurs de projets, c'est-à-dire facilitateur pour essayer effectivement d'accompagner ceux qui portent des envies, ceux qui portent un projet médical coordonné, de groupe, ceux qui portent à comprendre où est-ce qu'on peut trouver des financements, quels sont les montages juridiques possibles, comme en plus du travail des fédérations qui sont, enfin de la fédération qui est la vôtre et de leur délégation régionale, mais en plus de ça, vraiment de se mettre dans une position vraiment d'ingénierie au service des projets des territoires, parce que si on ne peut pas vouloir d'un côté dire il faut libérer les projets, faire confiance aux acteurs des territoires, les encourager à faire émerger des modes de prise en charge, surtout comme ceux-là, qui sont vertueux pour toutes les raisons que vous connaissez, et derrière pas être accompagnant pour effectivement arriver à ce que les projets puissent aboutir. Une dernière question en ce qui me concerne, puis après je vous laisserai la main les amis. On a quelques inquiétudes, on voit émerger des groupes que je ne citerai pas, mais qui sont intéressés par le modèle maison de santé. Donc il y a des business plans, il y a des récupérations pour alimenter certains réseaux, il y a pour certaines cliniques, etc. Donc on a une sorte d'ombre qui grandit sur la financiarisation de la santé, avec des offreurs privés. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on se défend? Comment voilà. Pour moi, c'est un vrai sujet d'inquiétude et je pense qu'on partage ça. C'est même, j'ose le dire, même une menace pour notre système de santé. De voir effectivement certains mouvements capitalistiques se faire de manière un peu vorace parfois. Donc c'est un sujet je vais regarder de près. Il se trouve que je ne suis pas le seul. Vous-même, si vous me posez la question, c'est que, et vous l'avez dit, vous êtes aussi inquiète de cette réalité qui est en train d'être de plus en plus marquante, prégnante dans notre système de santé. Le Sénat lance une mission d'information sur la financiarisation du système de santé, et qui est d'ailleurs une mission, j'allais dire droite-gauche, de la Commission des affaires sociales du Sénat. Moi, j'étais prêt à lancer éventuellement des travaux aussi propres au ministère, mais puisque le Sénat a dégainé le premier, que le Sénat avance et nous permette d'avoir des propositions. En tout cas, moi, je serais très vigilant, et quand je dis je sais pour en avoir parlé et avec le Premier ministre et avec le Président de la République, qu'il y a une vigilance vraiment très forte à ce que notre service de santé ne perde pas ce qui fait sa force. Finalement, ce sont les valeurs qui sous-tendent l'intervention des uns et des autres.
ne perde pas ce qui fait sa force au détriment effectivement de raisonnement, d'appétit financier qui viendrait en dénaturer l'action. Donc il va falloir qu'on se dote d'outils, je ne peux pas vous dire encore lesquels, mais en tout cas la réflexion est lancée, qu'on se dote d'outils pour éviter que ce qui s'est passé dans la biologie, ce qui s'est passé dans les labos vétérinaires, ce qui est en train de se passer sur la radiologie, ce qui peut se passer avec les pharmacies, bref, pas vous faire la liste, vous la connaissez, mais je veux dire, soit contenu et qu'on puisse effectivement arriver à maîtriser ce phénomène. Alors, Monsieur le Ministre, nous allons désormais parler d'évolution des pratiques professionnelles vers plus d'équipes. Nous souhaitons aborder aujourd'hui avec vous l'évolution des pratiques professionnelles, le déploiement des équipes qui exercent de façon coordonnée au sein des maisons de santé pluridisciplinaires amène à des évolutions nécessaires, vous n'allez pas me contredire, pour notre système de santé, en adéquation avec les évolutions sociétales, évidemment. Alors, avec la structuration des équipes en maison de santé, s'ouvre le champ des possibles, qui a déjà bien commencé, mais il y a encore du travail. C'est donc du plus en équipe et non pas seulement du plus d'équipe, avec l'exigence de la qualité, évidemment, des soins primaires. De nombreuses études montrent que la plus-value du travail en équipe par rapport à un exercice isolé concerne la qualité, l'économie et l'attractivité envers les jeunes professionnels. Nous voilà donc à l'ère de l'accès aux soins, de l'accès direct, aux professionnels de santé paramédicaux. La Haute Autorité de Santé a publié le 13 mars dernier sa position qui s'appelle « Accélérer les coopérations et les partages de tâches entre professionnels de santé ». La HAS décrit des avancées sur ces thématiques au service de l'accès aux soins pour les usagers et l'attractivité des métiers. En revanche, elle déplore l'absence de décrets d'application ou la mise en place des annonces trop lentes, le manque d'infirmières de pratique avancée formées, les complexités administratives qui freinent et alourdissent les évolutions souhaitées, alors même que les premiers retours sont déjà très positifs. Ils sont positifs parce qu'ils garantissent la qualité, la sécurité et la satisfaction des professionnels et des usagers. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons notre description et nos souhaits concernant cet accès direct, qui consisterait tout de même que cet accès direct soit sécurisé en MSP, là où il y a de l'échange, de la formation, la continuité des soins de la formation entre les professionnels de santé. Mais jusqu'où et dans quel cadre ces accès directs, vous les imaginez, vous les voyez, vous les souhaitez? Est-ce qu'on est raccord finalement entre notre vision et la vôtre? Merci de la question. Moi, je sais que vous êtes des militants, et à juste titre, effectivement, de la valorisation de ce que le travail en équipe peut apporter, aussi dans la reconnaissance d'autres professionnels qui interviennent aux côtés des médecins. Moi, je suis pour qu'on aère, qu'on ouvre les fenêtres, les portes de ce système de santé qui a souvent trop vécu sur des statuts, des pratiques, des interdictions, des impossibilités de valoriser telle ou telle intervention ou tel mode d'exercice au nom de... Le passé ne m'intéresse pas tellement. En fait, ce que je voudrais, moi, aujourd'hui, c'est effectivement qu'on aille franco, d'abord parce que le Parlement l'a voté. Vous parlez des IPA, on a voté la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG, on a voté un certain nombre d'avancées et qu'effectivement, mais je ne suis ministre que depuis 5-6 semaines, je constate que reste dans les cartons du ministère un certain nombre de décrets qui roupillent toujours. Donc on va sortir très vite, dès que possible, l'ensemble effectivement des décrets, notamment sur les IPA. On a réécrit, et on va le sortir la semaine prochaine, le décret sur l'IVG pour les sages-femmes, parce qu'il n'était ni fait ni à faire dans sa version qui était sortie au mois de décembre. Donc ça, j'ai vu toutes les associations... J'ai vu toutes les associations de sages-femmes. J'ai vu aussi les gynécologues obstétriciens qui eux-mêmes ne comprenaient pas comment on en était arrivé à une rédaction comme ça. Donc on change les choses dès la semaine prochaine. Et de la même manière pour les infirmières en pratique avancée. On va avancer sur ce sujet de la reconnaissance des professions qui, aux côtés des médecins, peuvent, et d'autant plus dans des lieux où il y a un travail d'équipe,
vraiment mérite de pouvoir avoir un rôle plus affirmé, plus important, reconnu dans la prise en charge des patients. Et reconnu dans l'équipe. Et, reconnu dans l'équipe, oui, oui, si vous voulez, oui. Aux côtés avec les médecins. C'est ce que j'ai dit, oui. Je vous taquine. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je fais attention de mettre les mots dans le bon ordre, parce que j'ai compris que parfois, de mettre les mots dans le mauvais ordre, ça pouvait créer des susceptibilités et des polémiques. Bref. Donc j'essaie de les mettre dans le bon ordre. Merci. Alors, ce qui m'amène à vous demander aussi votre avis concernant les rendez-vous prévention qui ont été récemment mis en œuvre. Plusieurs professionnels peuvent s'emparer de ces bilans de prévention, mais n'est-ce pas un rendez-vous manqué avec les équipes pluriprofessionnelles? N'est-ce pas une situation qui pourrait appartenir au travail en équipe, Monsieur le Ministre, avec des objectifs et des actions que les équipes des MSP pourraient proposer en pluriprofessionnel? Bon, là aussi, pardon, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi les maisons de santé pluridisciplinaires ont été mises de côté dans les rendez-vous prévention. Donc oui, on va avoir une discussion. Non, mais il y a un moment, nous non plus. Il faut rester de bon sens, il faut rester simple, et si on veut reconnaître le modèle, encourager la diffusion encore plus importante des maisons de santé pluridisciplinaires, faire confiance aux acteurs de terrain, faire confiance à ceux qui interviennent aux côtés des médecins, eh bien, il faut avancer. Donc oui, on va avancer sur le rendez-vous, on va intégrer les maisons de santé pluridisciplinaires. J'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi vous étiez resté aux côtés du chemin pour l'instant, mais bon, ça va être un oubli qui va être réparé très vite. Je vous remercie. Alors, qui dit soins primaires coordonnés en maison de santé dit nouveau métier. Nous avons besoin de coordinateurs et coordinatrices dès le début du projet, qui permettent d'aider les embryons de projet des équipes à s'organiser. Cette fonction à part entière nécessite des compétences et du temps. Les professionnels de santé souhaitent confier cette fonction à des coordinateurs et coordinatrices. Actuellement, Monsieur le Ministre, on regrette que le financement arrive trop tardivement pour les équipes. Visiblement, c'est un avis partagé, hein. Je crois. Visiblement, c'est un avis partagé. Je crois qu'on porte la parole des professionnels qui sont là. Il est donc désormais temps d'outiller les équipes qui souhaitent s'organiser au mieux et rapidement afin d'éviter un phénomène d'usure dans la mise en place. Les professionnels étant d'ailleurs occupés parfois par des projets immobiliers et puis éventuellement à s'occuper de leurs patients. Des expérimentations ont eu lieu et ont démontré leur efficacité à doter les équipes de la fonction de coordination dès le début du projet. Pour ce faire, un financement était envisagé, mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue et surtout une feuille de route, Monsieur le Ministre? Alors, feuille de route, je ne sais pas, mais c'est vrai que les coordinateurs pour le démarrage des projets, je découvre qu'il y a des problèmes d'enveloppe qui arrivent tard. On va regarder. Moi, j'avais compris qu'il y avait 2 millions par an qui étaient... Oui, mais quand? D'accord, ok. Bon. La question est quand? Eh ben, on va se voir et regarder ça très précisément ensemble. Parfait, voilà. Alors. Pardon. On prend note. Par contre, on a de la mémoire. Non, je ne sais pas répondre à tout, mais effectivement, il y a dans le plan de développement, de déploiement de maisons de santé 2 millions prévus à cet effet. Donc, il n'y a aucune raison que ces sommes-là ne soient pas effectivement sur le terrain, distribuées à ceux qui en ont besoin pour porter les projets. Donc il faut qu'on regarde. Désolé, j'arrive. Je ne sais pas tout sur tout. On ne peut pas tout vous mettre sur le dos, mais vous me pardonnerez, mais on se reverra. Informe, et c'est l'intérêt de votre venue. Bien sûr. Et puis alors, pour cette dernière question, c'est une question qui fait actualité, l'infirmière d'équipe, vous l'avez compris. Que pensez-vous de la possibilité des équipes qui s'organisent pour avoir une fonction d'infirmière d'équipe au service de l'équipe, mais surtout au service des usagers? Que pensez-vous de cette fonction qui consisterait à un accueil dans le cadre des soins non programmés, ou encore de la prévention, de l'éducation à la santé ou du parcours? Là aussi, les équipes ont fait le choix de travailler avec des infirmières assumant ces fonctions. Et elles sont satisfaites de cette possibilité. Mais pouvez-vous nous dire si nous, les équipes, pouvons espérer voir naître cette fonction d'équipe gérée par l'équipe au service des usagers? Et même question, quand, comment? Question précise.
Là aussi, j'aimerais qu'on en... Non, mais là aussi, je ne vais pas me défausser, j'aimerais qu'on en parle, parce que j'ai réouvert aussi, mais pour le faire aboutir, des travaux qui avaient été ouverts il y a déjà un peu plus d'1 an sur l'infirmière, son rôle, sa place, son statut, sa reconnaissance, etc. Aujourd'hui, il y avait François Braun avait lancé une réflexion sur le métier infirmier qui, l'évolution des choses n'avait pas permis que ce chantier aboutisse. On le relance. On va aller jusqu'à proposer la création d'une consultation infirmier. On va aller revoir le décret d'acte. On va revoir le décret d'acte de 2004. On va revoir un certain nombre de choses. Dans ce cadre-là, moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on discute de l'infirmière d'équipe, comme vous le dites. Là aussi, si les projets, d'ici, je veux dire, ça répond à une demande qui est forte, à un besoin qui est réel, pourquoi on bloquerait sur effectivement la création de la reconnaissance de ce statut? Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun tabou sur ces sujets. Il y a des contraintes budgétaires, je ne les oublie pas, surtout en ce moment, mais par contre, je n'ai aucun tabou, surtout quand il faut qu'on se serre tous les coudes et on se remonte tous les manches pour prendre en charge les Français, parce que vous êtes, vous les soignants, de moins en moins nombreux, de manière, on va dire, générale. Les besoins sont de plus en plus nombreux, mais ça, vous le savez bien. Et que si on ne se remonte pas tous les manches et que si l'État ne facilite pas les coopérations, la reconnaissance des statuts, le rôle et la place de chacun, etc., on s'en sortira jamais. Donc oui, on va, pourquoi pas, ouvrir ce chantier dans le cadre, mais ça va aller vite, parce qu'on prévoit ça dans les prochaines semaines, dans le cadre de la refonte de la refonte assez large du statut infirmier. Eh bien, on prend rendez-vous, monsieur le ministre. Bon, il y a des moments plus difficiles les uns que les autres, hein. Et il y a des sujets plus difficiles les uns que les autres. Et on voit aussi quand même, il y a des volontés d'aller vers du plus en équipe, mais on stagne, on coince encore sur la volonté vraiment politique assumée de dire l'équipe, Pluripro, la maison de santé, c'est l'unité de base d'accès aux soins de notre système de santé. Est-ce que, Frédéric, je suis désolé, mais on se connaît depuis longtemps et le tutoiement est de rigueur. Frédéric, est-ce que tu penses que tu vas être le ministre qui va oser affirmer que la maison de santé, l'équipe Pluripro, c'est le moyen de rentrer dans le système de santé? Je disais que j'ai aucun tabou, j'ai aucun état d'âme à nommer les choses. Moi, je souhaite qu'on valorise la notion d'équipe, l'approche d'équipe, et s'il faut la reconnaître dans des textes, s'il faut la reconnaître dans des modalités de financement, s'il faut la reconnaître dans des statuts, s'il faut la reconnaître dans des parcours de soins et dans l'accès direct, etc., on ouvrira ces sujets-là. J'ai aucun problème avec ça. Après, je dis aussi que c'est pas, pour le coup, moi qui vais décider si la maison de santé pluridisciplinaire doit être le modèle unique dans l'organisation des soins primaires. Enfin voilà, c'est un modèle que j'ai chez moi, que je connais, que j'ai vu fonctionner pendant 10 ans et dont je suis le promoteur. Mais je suis aussi respectueux des modes d'organisation des uns des autres. Si je commence à dire le modèle unique, ça doit être ça, dans un périmètre qui doit être celui-là, et dans une implication des acteurs qui doit être celle-là, et maintenant que ça soit organisé comme ça dans tous les territoires, on passera totalement à côté de la cible. Ce n'est pas du tout l'intention. Mais par contre, effectivement, on voit bien que c'est le modèle qui va s'imposer. C'est le modèle qui, naturellement, va s'imposer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille le décréter ou le décider, mais par contre, il faut le faciliter, parce que spontanément, on voit bien que, et le succès du nombre que vous êtes montre que c'est spontanément le modèle qui va s'imposer. Certes, mais évidemment qu'on ne va pas décréter ce genre de choses, mais quelque part, le discours politique ou même les orientations politiques sont extrêmement importantes et donnent du sens aussi aux futurs exercices, aux futures générations, quoi, en fait. Et là, par exemple, un exemple très concret, ces fameux de reconnaissance de la maison de santé comme lieu de stage. C'est quelque chose sur lequel on bute depuis de nombreuses années. Quand un interne, quand une infirmière
va en stage dans un service de cardiologie, elle n'est pas l'interne du docteur Dupont ou de l'infirmière Durand. Elle fait son stage dans un service de cardiologie de l'hôpital X. Là, en maison de santé, on bute sur ça. Et clairement, il va falloir aussi qu'au niveau du ministère, vous nous appuyiez, parce que actuellement, les internes, les étudiants en santé sont accueillis par un professionnel et pas par la structure. Et ça nous pose des problèmes, et ça va nous poser des problèmes, notamment pour cette fameuse 4e année de médecine générale qui approche. Et je pense qu'il va falloir nous aider très vite à ce que la maison de santé soit considérée comme lieu de stage. Ça nous faciliterait aussi grandement la tâche au niveau financier, au niveau de conditions d'accueil, plutôt que si c'est du domaine de tel ou tel professionnel. Alors, s'il y a un docteur dans la salle après, j'ai besoin d'une petite consultation. Pardon. Non, mais que les choses soient claires. Là aussi, moi, je ne tourne pas autour du pot. La manière dont est conçue aujourd'hui cette affaire de 4e année de stage, cette affaire de 4e année d'études de médecine générale ne me satisfait pas. Et très clairement, j'en prends l'engagement, la maison de santé pluridisciplinaire sera un terrain de stage pour les étudiants de la 4e année. Il n'y a aucune raison, non mais sérieusement, il n'y a aucune raison là encore de vouloir promouvoir un système d'un côté et de mettre des barrières qui tout d'un coup l'excluent, alors même qu'on doit tirer les jeunes générations vers des modèles qui sont plutôt ceux-là que l'exercice individuel, bon, ça il n'intéresse plus beaucoup de monde, ou tout autre type d'exercice. Donc bref, donc, très clairement, ce sera le cas. Alors ça, et ce sera peut-être le pied dans la porte pour ensuite réfléchir effectivement de manière plus permanente à faire effectivement des maisons de santé en tant qu'entité, la possibilité d'être une entité de, je sais pas comment on va appeler ça, une maison de stage, une équipe de stage, enfin on l'appelle comme vous voulez. Puisqu'on est dans la formation, la recherche n'est jamais très très loin. Fort de ton expérience dans les hôpitaux qui conduisent de très très nombreux programmes de recherche, on est encore un peu à la ramasse au niveau de la recherche en soins primaires. Pourtant, les maisons de santé sont un lieu fantastique de recherche, totalement sous-exploité. Il n'y a pas de moyens, peu de structures aussi pour aider ces maisons de santé à conduire des programmes de recherche. Je sais qu'il y a des services au ministère qui sont branchés, orientés vers un élargissement de la recherche en soins primaires. Ton avis là-dessus ? Moi aussi, c'est peut-être parce que j'ai été maire pendant 17 ans, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et d'assez concret. La maison de santé universitaire qui était dans ma bonne ville et qui continue à être une maison de santé qui, dès le début, était universitaire. La maison de pluriprofessionnelle est universitaire. Et donc, effectivement, depuis déjà quelques années, elle vient s'accrocher, notamment sur les programmes de prévention, mais pas simplement, à des recherches et à des programmes de recherche. Donc, moi, là-dessus, je ne peux que vous encourager à multiplier ces labels, ces liens avec les universités. Et de plus en plus d'universités aujourd'hui s'ouvrent et sont ouvertes à ce type de coopération. Donc, Ok, pour nous accompagner, mais est-ce que ça veut dire derrière qu'il y a une volonté politique de développer la recherche en soins primaires dans nos maisons de santé ? Bien sûr qu'il y a une volonté politique, mais là aussi, on ne va pas l'imposer aux acteurs. C'est aux acteurs de saisir la balle, de prendre la balle au bon. C'est aux doyens d'université de comprendre effectivement l'intérêt qu'il y a. Mais pour moi, quand je discute avec eux, je vois de plus en plus de doyens qui sont persuadés de ça. Et je pense que cette 4e année cette 4e année de médecine générale qui va pouvoir se faire dans les maisons de santé pluridisciplinaires va encourager aussi cette reconnaissance et ce mouvement. Et tant mieux, parce qu'effectivement, la recherche, c'est d'abord, enfin, c'est pas que les CHU, c'est l'ensemble des centres hospitaliers, c'est aussi pour les soins primaires, les acteurs du soin primaire. Enfin voilà, donc il faut qu'on décloisonne, mais beaucoup d'universités maintenant se pensent comme ça. Je sais que l'attachement et de toute manière la nécessité de réfléchir à l'accès aux soins en période de difficultés démographiques. Les soins non programmés sont une problématique forte de pour l'accès aux soins de nombreux de nos concitoyens. Et un encouragement au développement des SAS est porté par le ministère.
Sauf qu'on a un petit souci avec le SAS, c'est que la reconnaissance de notre entité maison de santé n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. C'est souvent le SAS est considéré comme avoir comme interlocuteur tel ou tel professionnel, mais pas la structure maison de santé. Or, la maison de santé, les maisons de santé offrent une organisation pluriprofessionnelle pour répondre à des situations qui collectivement sont mieux prises en charge. Comment on fait pour changer cette orientation et de reconnaître nos maisons de santé dans le SAS ? On travaille avec les porteurs, les porteurs des SAS, on fait évoluer les modalités de coopération. On va s'appuyer sur les ARS pour faire changer les choses. Je pense que c'est important là aussi. Enfin, un des maîtres mots aujourd'hui, c'est de décloisonner, quoi. Et donc, mais je sais qu'il y a déjà des départements qui n'ont pas la relation que tu décris avec les maisons de santé pluridisciplinaires. Peut-être ils sont minoritaires, mais en tous les cas, il faut qu'on les encourage. De toute façon, l'objectif qui est le mien, c'est que d'ici la fin de l'été, les 100 départements aient 100 SAS qui soient mis en œuvre et que derrière ça fonctionne. Et que s'il faut pour ça qu'on fonctionne, lever quelques freins là encore, travaillons, il faut qu'on y travaille ensemble et puis on y arrivera. Plusieurs expérimentations ont été portées par les maisons de santé pour déroger, pour co-construire, pour imaginer d'autres solutions, même d'autres solutions de rémunération en fait, ou d'organisation. Et tout à l'heure, Thomas Fatome constatait que beaucoup de ces expérimentations arrivaient à leur terme, notamment des rémunérations sur des objectifs de santé publique, incluant la performance ou l'efficience, incluant une dose de capitation. Tu en penses quoi de ces évolutions et de cette généralisation et de cette offre possible à nos maisons de santé? Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que les expérimentations, elles sont faites et elles ont d'intérêt que si on en tire des conclusions, si on les prolonge, si on les ajuste, s'il y a besoin, et si on les diffuse. Et donc, le mouvement, il doit être celui-là. Sur le modèle de financement, je souhaiterais que d'ici la fin de l'année, il puisse y avoir des négociations très directes entre l'assurance maladie et votre fédération pour effectivement permettre de mieux accompagner le financement, là encore, de l'équipe, de l'entité maison pluridisciplinaire. D'autant plus, m'a-t-on glissé à l'oreille tout à l'heure, je regarde ma fiche, que vous avez obtenu officiellement le statut d'observateur suite aux résultats de l'enquête de représentativité. Et donc, vous allez maintenant pouvoir discuter directement avec la CNAM. Officiellement, il est là, le directeur. Thomas est là, ouais. Oui, il vous l'a sans doute dit tout à l'heure. Mais derrière, là, en ce moment, il y a une petite négociation. Il faut qu'on arrive à mener à bien. Enfin, monsieur le directeur, il faut y arriver. Mais le pauvre. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, mais sérieusement, il faut qu'on réfléchisse ensemble à un modèle de financement qui valorise effectivement ce que tu as décrit, l'équipe, et finalement qui s'inspire de ce que nous a permis de retirer comme enseignement les expérimentations. Et donc il attendait, Thomas Fatome nous a expliqué qu'il attendait une lettre du ministre pour le charger d'entamer. On peut sortir le crayon et la feuille. On va la signer là. On va faire ça dans les prochaines semaines. Mais sincèrement et sérieusement, et je le dis devant suffisamment de personnes pour que ce soit pour le coup, ça sera pas oublié. On va vraiment d'ici la fin de l'année ouvrir une réflexion structurée pour mieux adosser, structurer. De toute façon, un mode de financement par capitation qui est aussi pour moi, et j'y crois, j'ai encore m'attirer les foudres de certains, mais c'est pas grave, qui est pour moi aussi un des modèles d'avenir du financement de la médecine de soins primaires. Voilà. Décidément, on en apprend aujourd'hui des choses. Fallait pas m'inviter, hein. Bon alors, puisqu'on est dans cette bonne dynamique, il y a un moment, ça s'arrête, non? Non, on a encore un petit peu de temps, Ah bon, Frédéric. On a encore un d'accord. petit peu de temps.
Il y a un rapport HCAM qui a parlé de l'organisation des soins primaires et que l'objectif à moyen terme, c'était quand même d'arriver à des équipes traitantes reconnues, structurées, organisées. Et puis, il y a même un président de la République qui a lâché le mot d'équipe traitante l'année dernière. Alors on y va comment la politique publique peut nous aider à arriver à cette notion d'équipe traitante? Au-delà de l'accompagnement, hein, simplement. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est le soutien donné à des initiatives comme les maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est la volonté qu'on a de territorialiser l'action, la déclinaison des politiques sanitaires. C'est la volonté de faire confiance aux acteurs de terrain pour faire émerger les modèles qui leur paraîtront les plus porteurs de sens, d'intérêt pour le patient, et aussi d'efficience collective. C'est tout ça qui va permettre effectivement, en accompagnant le mouvement, en essayant de dessiner la voie, de faire en sorte que, eh bien, on s'engage dans la voie du déploiement, pour le coup, des maisons de santé pluridisciplinaires. C'est ça qui fait sens. Dans les contrats, je reviens sur les conseils territoriaux de santé, les élus siégeront. Les élus siégeront. Et les élus sont des alliés des professionnels de santé. Ils sont des alliés parce qu'ils veillent aussi à ce qu'ils entendent de la population. Ils sont porteurs d'intérêt général, ils sont légitimes aussi, et ils sont là pour faire émerger des modes de prise en charge qui soient efficients. Donc moi j'ai vraiment confiance dans cette dynamique qu'on veut lancer, et cette capacité à porter au plus près des patients, du terrain, des projets qui effectivement... et dans ce cadre-là, la maison de santé pluriprofessionnelle, enfin on ne va pas se le répéter, enfin, c'est quand même un modèle qui est inspirant, qui est performant et qui donne tellement de sens à tous ceux qui s'engagent. Il suffit d'aller dans n'importe quelle maison de santé pluriprofessionnelle pour effectivement avoir que des gens qui valorisent justement l'apport de ces échanges, l'apport de ces avis divers, l'apport de cette prise en charge d'équipe, de l'apport de ce travail collectif. Et bon, voilà. Alors, est-ce qu'il faut maintenant dire que le seul modèle, ça doit être celui-là, en faire une belle loi et attendre que les choses se font? Je sais pas, je sais bien, je caricature, mais c'est pas l'esprit. Donc, il faut au contraire qu'on pousse vers ça, et spontanément, c'est ça qui va structurer l'offre de soins primaires, qui va irriguer les territoires et qui sera reconnu comme un modèle, je le redis, inspirant, avec des coopérations hospitalières, avec des coopérations avec les établissements privés, s'il y en a qui... Voilà, c'est ça qui va émerger. Oui, mais à un moment donné, on a eu le reproche que des élus construisaient des coquilles vides, construisaient des maisons de santé coquilles vides. Mais parfois, les élus aussi, ils font des trucs qui nous embêtent, en fait, aussi. Par exemple, quand ils développent des centres de santé départementaux ou régionaux et qu'ils siphonnent aussi une partie des ressources médicales par leur fonctionnement. Et ça, c'est des solutions un petit peu rustines, mais ce n'est pas des solutions structurantes pour notre système de santé. Moi, je pense qu'on est dans une période de transformation et que notre modèle, il n'est pas encore stabilisé. Et que quand on regarde le chemin de fait déjà depuis une quinzaine d'années, il y a eu quand même de sacrées choses qui ont été transformées. Et que chacun se cherche un peu peut-être. Et je ne veux pas jeter la pierre à des élus qui, de bonne foi, pensent parce qu'eux-mêmes sont assaillis par une population qui ne comprend plus pourquoi tout est en train de s'effriter dans le système de santé et dans l'accès aux soins, ont voulu répondre de cette manière-là. Après, ça ne veut pas dire que le modèle il est ad vitam aeternam. Les choses vont se stabiliser. Les modes de financement, on va s'apercevoir qu'il y a des modèles d'organisation qui peut-être coûtent plus cher, sont moins efficients, emportent moins l'engouement des professionnels de santé et que les choses vont se rétablir, vont se réorganiser. Moi, j'en veux pas à des élus qui essaient de trouver des solutions. Elles sont parfois bonnes, elles sont parfois ça tâtonne, elles sont parfois mauvaises. C'est-à-dire, bon, mais on ne peut pas en vouloir à des élus qui essayent de faire. Bon. Donc, je ne vois pas ça comme un modèle à rejeter ou à bannir ou à dénoncer. Il faut peut-être travailler à convaincre qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire plus efficient, qu'on peut faire plus enthousiasmant pour les professionnels et finalement dire un élu c'est aussi quelqu'un d'assez pragmatique en général et qui peut vite comprendre finalement si on lui montre que la dynamique elle est plutôt là que là. Voilà.
En tout cas, c'est ma conviction, mais je pense qu'on est dans une période où les modèles se cherchent. Ce que vous représentez n'existait pas avec cette force et cette puissance il y a 10 ans. Imaginez ce que ce sera dans 10 ans. Donc moi, je suis très optimiste et très confiant. Tu veux rajouter quelque chose? Alors ça tombe bien parce qu'on avait la question sur les centres de santé, etc. Donc c'est bien. Simplement, je voudrais dézoomer un petit coup et puis vous reposer la question autrement sur comment vous voyez-vous l'organisation des soins de ville à court, à moyen et à long terme. Comment vous voyez ça? En 5 minutes. Ça, c'était la première question. Ça veut dire que je n'ai pas du tout répondu. J'ai pas du tout répondu. Alors, il faut peut-être répondre autrement, sans doute, et puis en 5 minutes. Plus court. Ouais. Non, mais, enfin, pardon, là encore, notre système de santé, il a des acteurs divers, qui ont des histoires diverses, dont pour certains, ils ont des âges aussi, enfin, ils ont une expérience diverse. Certains les amènent à considérer qu'ils sont dans leur dernière partie de leur vie professionnelle. D'autres, ils démarrent, ils voient les choses différemment, etc. Moi, le modèle unique, la taille unique, le costume unique, posé partout dans le territoire en disant il y a un modèle unique, il est celui-là et celui-là, ça ne marchera pas. Il faut qu'on sorte de ça. La France, elle est trop jacobine et en matière de santé, elle pâtit sans doute aujourd'hui d'avoir pensé son organisation de manière justement beaucoup trop centralisée. Donc les ARS sont là pour accompagner les territoires. Les ARS sont là et nous on est là pour le gouvernement pour donner des outils aux territoires, d'inventer des projets qui prendront telle ou telle forme, mais quelque part, tant que le patient est mieux pris en charge et tant que les données de santé d'un territoire s'améliorent, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que c'est organisé comme ça ou comme ça? Vu en tout cas de mon bureau de ministre, moi, ça m'est en fait assez égal. Tant qu'à l'arrivée, dire, les organisations mises en place engagent les professionnels, les motivent et répondent à la question des Français, qui est effectivement une bonne prise en charge et une performance du système. Voilà, c'est tout. Donc moi, je n'ai pas de modèle unique, mais on voit bien que la notion d'équipe, la notion de montée en responsabilité de beaucoup de professionnels de santé, la notion de médecin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moi, médecin, surtout médecin généraliste, qui accompagne le patient dans des parcours de santé qui sont parfois très longs, qui les emmènent dans des centres très divers, à fréquenter des professionnels très divers et dans lesquels parfois certains se perdent. Bon, ben ça, c'est un rôle qui est majeur et moteur. Et l'organisation, je suis désolé, je ne vous livrerai pas mon organisation rêvée. Mon travail à moi, ça va être de donner la possibilité aux acteurs de terrain de mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent et aux ARS d'accompagner au mieux et d'être capable d'évaluer avec les professionnels la pertinence de ce qui a été mis en œuvre, mais d'accompagner au mieux l'offre de soins et les organisations que les uns et les autres souhaitent poser. Bon, ça veut dire quand même qu'on a encore un petit peu de travail, quoi. En fait, ça veut dire, c'est ça? Non, mais j'espère. Bon. Mais pourquoi? Dans quel sens? En tout cas, la porte est ouverte, ça, vous le savez. Je pense que vous l'avez compris. La porte est ouverte. Le modèle, il est effectivement enthousiasmant. Il faut qu'on arrive collectivement à le développer. Quand je dis on, c'est d'abord vous. C'est aussi nous, évidemment, le gouvernement, mais c'est l'intention. Je crois qu'on a un président de la République qui a été largement convaincu du modèle et que maintenant, il faut qu'on déroule, quoi. Ok. Bien, merci Frédéric. Merci à vous. Merci à vous tous. C'était un exercice compliqué pour quelqu'un qui arrive il n'y a pas longtemps, donc voilà. En tout cas, merci à la salle pour sa bienveillance et on continue nos rencontres pendant les 2 jours. Bonne pause. Bonne pause. Alors, et on se retrouve à 14h dans les ateliers, je crois, c'est ça? J'allais dire tout ça. Merci infiniment, Emmanuel. Merci à Patrick et à Pascal. Merci à Monsieur le Ministre pour ces échanges fructueux et en toute transparence. Alors, quelques annonces, quelques infos à vous donner avant que vous ne quittiez la salle, du coup, un petit peu plus tôt sur l'horaire prévu, mais parfait, c'est très bien. Donc, le déjeuner va se faire au niveau, en buffet entre le niveau 2 et le niveau 3. Il y a des animations au niveau 2 que je vous encourage à aller voir avec notamment Emmanuel qui était sur cette scène ce matin à la première table ronde.
parce que l'équipe d'Andy Rugby de Montpellier va vous proposer des petits matchs. Donc ça, c'est niveau 2. Et puis niveau 3, tous les stands commerciaux partenaires. Et à partir de 14h, les conférences auxquelles vous vous êtes inscrits démarrent dans diverses salles, et ce jusqu'à 17h30. On se retrouve à 20h pour la soirée. Et moi, je vous retrouve demain ici pour la plénière 3. Et merci pour votre bienveillance et votre attention. Merci à tous.